finalement, on peut se poser la question. On peut se poser la question, mais alors Malakoff, Médéric Humanis, la prévention, etc. C'est quoi le rapport avec le BIM? Pourquoi? Je vais vous expliquer tout ça. Ah, merci beaucoup. Expliquez-nous. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, pourquoi prendre le prisme de l'intelligence collective pour vous parler du BIM aujourd'hui? Eh bien la première raison déjà, c'est que c'est un principe que nous appliquons à nous-mêmes, Malakoff, Médéric, Humanis. Ce principe de l'intelligence collective, notamment dans le cadre des engagements que nous avons pris au sortir d'une fusion, puisque Malakoff et Médéric ont fusionné au 1er janvier 2019. Et donc, les notions de transversalité, d'investissement dans l'innovation, de la confiance, du collaboratif s'imposent aussi à nous. Donc finalement, nous sommes aussi les témoins d'une entreprise qui se transforme. De nouvelles méthodes de travail. Absolument. Aussi et avant tout le BIM. Absolument. D'accord. Et l'intelligence collective et le collaboratif sont aussi un objet d'étude, études que nous menons au travers du comptoir de la nouvelle entreprise, et finalement qui forge notre positionnement en tant qu'assureur de personnes et qui fait finalement de l'humain notre métier. Alors, je vais vous proposer pendant ces 10 minutes de parler d'intelligence collective. Donc, on va prendre un peu de recul sur... on va revoir un peu les concepts. Je veux bien la Oui, petite, allez-y. Alors, par contre, on n'a plus l'écran retour. Quentin, si... Je sais pas. Merci. Oui, on va prendre un peu de recul et revenir sur quelques concepts. Donc effectivement, l'introduction du BIM dans vos entreprises, je ne vous apprends rien là-dessus, bouleverse les méthodes de travail et demande un partage accru de l'information et également l'outil de nouveaux outils numériques qu'il faut apprendre à maîtriser. Et donc cela implique effectivement que ce changement soit inclus dans la stratégie d'entreprise et aussi donc dans la stratégie de gestion de projet. Et donc assumée par ce que vous appelez les BIM managers et transmise. Alors quand on parle d'intelligence collective, il ne s'agit pas de savoir si une personne est intelligente ou pas, mais c'est vraiment de mettre le collectif en première ligne et donc partager l'information. Donc très schématiquement, avant, il y avait... Ah pardon. C'est vers la droite, je pense. Oui. Vers la droite. Donc très schématiquement, avant, lors d'un partagement de dossier, on se séparait les tâches et ensuite tout le monde mettait tout en commun pour apporter une réponse. Et maintenant, effectivement, avec le BIM, les salariés partagent directement avec les autres corps de métier. Et donc, le travail, finalement, n'est plus organisé de manière hiérarchique et organisée, mais il s'agit bien d'un nouveau mode collaboratif où le partage doit se faire entre tous grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication comme le BIM. Un fait inspirant, une étude faite par Google qui a étudié justement les facteurs clés de succès d'une équipe performance et donc la sécurité psychologique. Donc comment en fait on peut le dire quand on se trompe, quand on ne sait pas, quand on n'est pas d'accord et comment finalement on repositionne le dialogue au sein d'une équipe quand on travaille en mode collaboratif. Comme dans une réunion de chantier par exemple. Absolument. Alors l'intelligence collective, elle repose sur 3 piliers principaux, donc les outils, le management, mais aussi l'état d'esprit. Donc l'outil, les outils sont principalement digitaux, donc je ne vais pas vous le réexpliquer effectivement avec le BIM. Il y a des outils qui sont aussi des méthodes de travail, je ne sais pas si le design thinking vous parle, toutes les méthodes collaboratives qui existent aujourd'hui. Le management, l'intelligence collective demande vraiment à ce que les managers, les gestionnaires de projets apprennent de nouvelles compétences. Des compétences d'aller chercher l'information, d'aller chercher au bon moment, au bon endroit, d'agréger cette information, de la granuler, de la rendre visible avec tous les outils de data visualisation qui existent aujourd'hui. Donc finalement, toutes ces capacités de partage de l'information pour impulser le changement et nourrir justement ce collectif. Concernant l'état d'esprit, donc je me répète, on est dans un état d'esprit de partage. Un autre fait inspirant chez Google qu'ils appellent l'open by default. Ça veut dire que c'est tout ce que je fais est ouvert à tous. Donc finalement, dès que j'arrive dans l'entreprise, même mon calendrier est ouvert. Le dossier ne m'appartient pas, l'information est remise au centre. Et en fait, donc du coup, on sort de cette logique de silo, de décloisonnement dont vous parliez tout à l'heure. Et c'est une norme qui s'installe. Donc évidemment, cet état d'esprit, c'est aussi l'état d'esprit de la confiance et de l'expérimentation et du droit à l'erreur. Un chiffre intéressant.
Un chiffre intéressant, effectivement, quand on pose la question, donc ça c'est au travers d'études qu'on mène dans le comptoir de la nouvelle entreprise sur les salariés du secteur privé, quand on demande aux salariés comment est-ce que vous vous projetez dans votre vie professionnelle, est-ce que vous êtes prêt à travailler en mode projet, ils sont pratiquement 80% à répondre oui. Donc travailler en mode projet, c'est quoi? C'est une succession de projets, changer tout le temps d'interlocuteur et même de supérieur hiérarchique. Avec quand même une moitié au conditionnel. Hein, donc exactement. Ça reste, Et on voit que ce n'est pas sans condition, puisque 46% d'entre eux attendent effectivement qu'il y ait une culture managériale qui soit rénovée. Alors une culture managériale rénovée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, on en parlait tout à l'heure, remettre le pilier du management au centre et finalement de savoir aussi, on parlait tout à l'heure de la perte de l'information dans l'exemple des architectes, on sait que la modification de la façon de travailler a un impact sur la psychologie des salariés. Donc ne pas les prendre en compte aboutirait aussi à un échec de mise en œuvre. Donc en tant que chef d'entreprise, de gestionnaire de projet, de manager, je dois identifier ce que la perte de l'information, le partage de cette information implique pour le salarié. Par exemple, la perte de l'information, ça peut être une crainte de perdre du pouvoir, une crainte de l'avenir dans son métier, ne plus être incontournable, celui qui sait, le sachant. Et donc c'est intéressant aussi de se poser la question, qu'est-ce que cette perte est comme symbole? Et je vais vous citer un petit exemple qu'on connaît bien dans le cadre de l'accompagnement au changement, celui du saut de poisson. Et donc l'exemple du saut de poisson, c'est tout simplement des marins pêcheurs qui ramenaient un saut de poisson à chaque fois qu'ils partaient en haute mer pour partager avec leur famille le soir au dîner. Et dans le cadre d'une réforme du statut de marin pêcheur, il a été décidé en toute collaboration de supprimer ce saut de poisson et de le remplacer par une prime financière. Et au moment de la mise en place du statut, surprise générale, tout le monde s'est mis en grève. Et quand ils ont analysé le pourquoi, il s'agissait finalement que ces marins-pêcheurs ne voulaient pas perdre ce saut de poisson parce que c'était symbolique, c'était identitaire. Et même s'il y avait de l'argent à la place, ça ne les intéressait pas. Et ceci donc a créé plein de problèmes d'organisation dans différentes structures. Et ils ont dû revenir en arrière en réinstaurant le saut de poisson. Donc cet exemple pour illustrer effectivement qu'il faut bien identifier ce que la perte d'information veut dire. Et dernier élément, donc pour changer les modes de travail, il faut que le salarié et l'ensemble des parties prenantes aient confiance dans l'entreprise, dans le projet. Et donc une solution évidente, et je suis sûre que vous l'avez fait, c'est d'associer toutes les parties prenantes dès le début de la mise en place du BIM, encourager les petits pas, laisser aussi le droit à l'échec, valoriser les sachants pendant la période de transition et s'appuyer aussi sur tous les profils de compétences. Vous savez qu'il y a jusqu'à 4 générations aujourd'hui dans l'entreprise, donc valoriser les juniors, les seniors et vraiment s'appuyer pour eux pour créer ce climat de confiance. On ne l'a pas assez dit pendant les témoignages, mais ça a été cité dans la préparation. Le BIM, c'est aussi quelque chose qui vient, et j'ai envie de dire avant tout, bousculer les process internes, les modes de collaboration interne, la capacité des équipes à s'adapter et à travailler autrement. Absolument. Et justement, pour conclure, l'ensemble des parties prenantes, le manager, le manager de proximité, doivent donc porter le BIM non pas comme un simple outil, mais véritablement comme un projet d'entreprise, entreprise au pluriel, pour que l'ensemble des parties prenantes soient accompagnées, soient formées, toujours dans cette notion de partage de l'information à tous les niveaux. Donc si vous voulez aller plus loin, nous vous proposons quelques éclairages, quelques études disponibles sur le comptoir de la nouvelle entreprise, ainsi que l'accès à un MOOC que nous avons réalisé avec la Chambre nationale des arts et métiers et qui focalise sur justement le manager leader, le manager agile et collaboratif et qui va pouvoir vous donner quelques clés pour mettre en place dans le cadre du BIM. Donc comme vous, nous continuons d'expérimenter sur ce terrain assez passionnant qui est la transformation des entreprises, la transformation du numérique. Et on apprend beaucoup de choses et on vous souhaite beaucoup de réussite à venir dans le déploiement du BIM. Merci beaucoup de ce témoignage. J'ai envie de dire, dans le BIM comme dans plein de choses, la collaboration, la transversalité, le participatif, ça ne se décrète pas. Ça s'apprend, on peut se former, etc. Il faut se laisser le droit à l'erreur aussi. Merci beaucoup. Je vais maintenant appeler Guillaume Vray, Allplan, qui va nous partager sa vision
Merci beaucoup, à bientôt. Sa vision prospective du BIM. Je suis désolé, je reviens vers vous tout de suite. On va se mettre sur la présentation Allplan. Inès, je vais juste recharger parce que j'ai plus de batterie. J'arrive tout de suite, mais Guillaume, je m'en occupe. Tu as l'habitude maintenant d'intervenir? Merci. Ah oui, avec la zapette quand même. Ça marche. Donc, Inès. Bonsoir à tous. Déjà, merci pour les dernières personnes qui sont encore là et qui nous accompagnent. Effectivement, on a eu beaucoup de sujets aujourd'hui. Le premier sujet, on se rend compte tous qu'il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on fait le saut et comment est-ce qu'on va vers ce fameux BIM. Donc ça, c'est l'accompagnement et ça, c'est un des critères. Autre chose aussi, on parlait tout à l'heure de génération. Il y a aussi un domaine, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même plusieurs générations dans l'entreprise. Et le digital, il est vraiment poussé par tous les jeunes qui rejoignent l'entreprise. Super. Donc là, je vais vous présenter un petit peu, c'est plutôt un retour sur comment est-ce que chez Allplan, on voit ça. Et c'est vrai qu'avec notre métier d'éditeur, on est vraiment là pour vous fournir les bonnes solutions logicielles pour bien travailler. Donc je dirais, si vous allez réussir à faire le saut dans le BIM, c'est un peu à cause de nous, de notre faute, ou plutôt parce qu'on va bien vous accompagner pour aller plus loin. Quelques mots d'Allplan, rapidement. Nous, on a 3 grands critères qui nous permettent de nous distinguer. On est vraiment experts dans le métier de la construction, de manière générale. Ça, c'est un premier des sujets. Donc, en fait, on n'a vraiment que des gens qui sont de votre métier, donc des architectes, des ingénieurs structures, des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre. C'est les gens qui travaillent dans l'équipe aujourd'hui. Une philosophie, on en a parlé aussi beaucoup. J'ai trouvé ça très bien aujourd'hui. On a parlé beaucoup d'IFC. Quand on parle d'IFC, en fait, on raisonne Open BIM et on raisonne collaboration. Il n'y a pas de BIM s'il n'y a pas de collaboration. Ça, c'est un vrai sujet et du coup, voilà, l'IFC, c'est vraiment un vrai critère sur lequel on est très, très attaché. Ensuite, un autre critère, on en parlera plutôt en fin de présentation, c'est que voilà, nous, en tant qu'éditeur, on a un business model qui est à la carte, ce qui fait que voilà, on s'adapte à votre besoin et comment vous voulez avancer ou pas avec nos solutions. Alors, je vais prendre le bon bouton. C'est le bon bouton. Super. Donc quelques mots, voilà. Donc Allplan, c'est une des sociétés du groupe Nemetschek. Alors le groupe Nemetschek, c'est 16 marques que vous avez qui permettent de couvrir vraiment tout le cycle de vie d'un projet de la construction, en passant des premières esquisses d'architecture, d'aller jusqu'aux études de structure, jusqu'aux études de terrain, de déblai, de remblai, jusqu'aux études de calcul, également tout ce qui va être architecture, 4D, routage de tuyauterie, ainsi de suite. Donc c'est vraiment un ensemble de solutions. On va se focaliser plutôt sur la partie Allplan. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est un fait qu'on remonte de tous nos clients, c'est que les projets sont de plus en plus complexes. Et de plus en plus complexes sur 3 grands critères. Le premier, c'est les délais. On a bien vu tout à l'heure dans les différents REX qu'on a pu avoir, c'est de livrer le projet dans les délais. Ça, c'est un vrai challenge. Comme dans le groupe scolaire, par exemple, qui a été livré un peu en avance, mais je pense qu'il y avait un peu de marge dans le projet. Mais le but, c'est de livrer dans les délais, c'est vraiment un critère important. Beaucoup d'acteurs, et puis bien sûr, de livrer le projet avec de la qualité, c'est-à-dire pas avoir de modifications, pas devoir casser les cloisons, des trémies qui ne sont pas suffisantes pour passer les routings, et ainsi de suite. Si on prend ces 3 critères-là, le premier, le respect des délais, c'est quelque chose où on est assez accroché. Là, c'est un exemple d'un tunnel qui est le tunnel du Gothard, qui relie la Suisse à l'Italie. On a tout fait en Allplan et ça, c'était des milliers de sections sur 57 km. Et on est content parce que le projet s'est livré dans les délais. Donc là, on a été un peu acteur de ce succès. Sur le côté nombre d'acteurs, c'est vrai que sur un projet, on le sait, il y a le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'architecte, le bureau d'études structure, l'économiste, tous les différents intervenants. Et c'est vrai qu'un projet, c'est de plus en plus complexe en termes de collaboration. Et c'est un sujet aussi qui est remonté beaucoup aujourd'hui dans les REX, c'est de dire comment j'arrive à bien collaborer. La réponse, je vais vous la donner après. Et ce qu'on va faire, c'est mesurer cette collaboration. Et puis le dernier, c'est la qualité. Bien sûr, c'est de livrer un modèle 3D de qualité avec l'intégration de tous les corps de métier. Ça, c'est aussi un autre critère important. Il y a un challenge, d'ailleurs, ça a été aussi bien remonté aujourd'hui, c'est la communication entre tous les acteurs. La communication, c'est vraiment clé sur les projets. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Du coup, je vais pas faire une présentation tout seul, je vais vous faire participer, c'est ça qui est intéressant. C'est vous demander, selon vous, quel est en moyenne de temps, le temps que vous allez passer à chercher de l'information sans créer de valeur ajoutée. D'après vous, c'est à peu près combien de temps?
Allez-y, donnez des chiffres et on verra si, combien vous pensez que vous passez de temps à chercher de l'info. 20%. Moi, je dis ça comme ça. 20% Arnaud? J'ai le micro, j'en profite. 30? Qui dit mieux? On est pas mal. Le vrai temps, à peu près selon les études, on parle de 15% du temps. On parle à peu près, monsieur l'avait peut-être dit, mais il fallait le dire plus fort. Ouais, on passe à peu près 15% de son temps à chercher de l'information, à la consulter, sans créer aucune valeur ajoutée. C'est quand même du temps qui est un peu gaspillé, perdu, où on pourrait en faire autre chose. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec 15% du temps. C'est quasiment, on n'est pas loin d'une bonne journée, quoi. On n'est pas loin de la TVA aussi. Hein. Si on doit doit retraduire tout ça en temps, en argent. C'est ça. Mais du coup, voilà, c'est 15% du temps pour en faire autre chose. Et ben ça, c'est notre métier, de vous fournir les bonnes solutions pour en faire quelque chose de plus productif et de plus intéressant. Mais du coup, il y a surtout un risque associé à ça. C'est que si on n'a pas la bonne info au bon moment, est-ce qu'on peut prendre la bonne décision? Et si on ne la prend pas, derrière, il peut y avoir des conséquences. C'est résultat d'une communication qui n'a pas été optimum sur un projet qui a été fait à Bordeaux. Là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui s'est passé dans le projet. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à avoir un balcon qui tombe sur le niveau inférieur? Tout simplement, après étude, ça a été un mauvais échange entre le lot principal qui a coulé les dalles et après le sous-traitant qui est revenu ramener les balcons avec une mauvaise position des armatures. Donc là, ça n'a pas été bien communiqué. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu casser tous les balcons sur les 3 bâtiments. C'est ma batterie. Alors, je ne vous explique pas l'image de marque, la reconnaissance de l'entreprise locale. Voilà, donc ça, c'est clairement des choses à éviter par rapport à de la communication. Autre exemple, je pense qu'il aussi parle à tout le monde, sur un projet aussi qui était quand même un peu plus conséquent que juste une histoire de balcon. C'était sur le terminal 2 à Roissy, c'était 2004. Là, c'est pareil, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre la cause. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, pareil, il y a eu un défaut de communication entre les différents acteurs, où on a eu l'architecte qui a fait une belle courbe de bâtiment, l'ingénierie structure qui a... 3 minutes, ça va être compliqué, je vais faire au mieux. L'ingénierie structure, du coup, qui a fait son étude, et à la fin, l'étude de structure, le modèle analytique a dit attention, on est un peu juste, coefficient de sécurité pas terrible, et finalement, ça s'est passé à l'as. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Sauf que là, il y a quand même eu des graves conséquences. Et puis le dernier exemple, là je vais passer vite, c'est pareil. Mauvaise communication, analyse préventive du risque. Le béton était fatigué sur le pont de Gênes, d'ailleurs, qui n'existe plus puisqu'il a été démonté, il a été explosé il n'y a pas très longtemps. Mais là, c'est pareil, on savait que le pont était fatigué. Il s'est passé l'orage, l'éclair et ainsi de suite. Mais bon, à la fin, ça a quand même été assez dramatique. Donc pour finir sur une note positive, notre métier d'éditeur, c'est de vous accompagner pour pas que ce genre de choses-là vous arrive. Et c'est là que du coup on travaille au jour le jour pour faire de la solution logicielle adaptée à votre métier et qui permette de bien collaborer. Bien collaborer, on a ici aujourd'hui quelques étapes de nos solutions. On va parler d'Alplan Architecture qui va donc être dédié à tous les architectes pour modéliser ces ouvrages et ainsi de suite. La partie Alplan Ingénierie pour modéliser la partie structurelle, les ouvrages d'art, les ponts, comme la passerelle tout à l'heure qu'on a pu voir avec Mansour. Et puis derrière, d'autres solutions pour faire le contrôle qualité, comme Solibri Model Shaker par exemple, ou encore Bluebeam pour faire le suivi des chantiers. Ce qui est important, c'est que toutes ces différentes solutions vont toutes collaborer à partir de l'IFC. Et c'est là que la plateforme collaborative a son sens. Si on collabore bien, on a accès à la bonne information au bon moment et on va prendre la bonne décision. Donc la solution aujourd'hui qu'on propose, c'est donc une solution complètement intégrée, en partant des études d'archi jusqu'aux études d'ingénierie, en livrant tous les délivrables, en produisant tous les délivrables 2D associés qui vont bien derrière. Et ce qui est important, c'est que tous ces livrables, ils vont tous être mis à jour de manière automatique. Donc la maquette 3D est directement impactée par le 2D et vice-versa. Donc les deux marchent, c'est dans les deux sens, ce qui fait que du coup, on a toujours une cohérence qui est assurée. Ensuite, le contrôle qualité, ça va se faire avec Solibri. Donc là, on est sur un outil de best in class en termes de contrôle qualité avec les formats IFC. Et puis derrière, la plateforme web ou l'outil de revue Bluebeam. Tout à l'heure, on parlait beaucoup de PDF.
Donc là, PDF, c'est la transformation digitale en fait. Aujourd'hui, vous avez tous des plans. Vous voulez vous affranchir d'avoir des plans papier. Eh ben, le PDF, on va être capable d'ailleurs d'en exploiter de la donnée. Ça aussi, c'est un élément hyper très très intéressant. Bon, quelques références de nos clients. On va retrouver les grandes majors. Je suis désolé, j'ai pas mis Airbus, mais j'aurais pu le faire, puisque effectivement, vous avez de là le plan. Pour la prochaine. Pour la prochaine, exactement. Donc voilà, principalement vraiment des gens d'aide à la construction avec de l'architecte jusqu'au bureau d'études structure. Quelques références clients, retour d'expérience client. Je vais avancer un peu plus vite puisque voilà, on a le temps qui nous presse un petit peu. Et une vision intéressante que nous partage Bouygues Construction. Et là, c'est pour répondre à la question qui a été nommée tout à l'heure, où il y avait des problèmes d'interopérabilité de données, comment est-ce que je peux échanger de l'information, et comment je m'assure qu'un maître d'ouvrage va pouvoir ouvrir les projets pendant des années. Très clairement, la bonne réponse, c'est qu'il faut s'affranchir des formats natifs, peu importe l'éditeur. Si vous restez dans un format natif, en fait, vous êtes déjà, un, pied émaillé, et deux, qu'est-ce qui vous dit que la version que vous avez aujourd'hui en 2019, vous saurez l'ouvrir en 2023, 2024, 2025 ? On ne le sait pas. C'est là que du coup, il faut neutraliser cette donnée. Et pour ça, on a la chance d'avoir le format IFC, qui est quand même un format du bâtiment, qui est, je dirais, qui est aujourd'hui partagé dans le monde entier entre tous les éditeurs. On travaille tous entre nous pour avoir ce format-là le plus ouvert possible. Et là, très clairement, la solution évidente, c'est l'IFC. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est vraiment un vrai retour client. Donc nous, on fait des événements locaux qui s'appellent les Alplans Communauté OpenBIM, où du coup, on fait venir tous nos clients. Et l'objectif, c'est qu'en tant qu'éditeur, on doit développer, mais on développe ce dont vous avez besoin. Donc c'est là qu'on va prendre vos infos, prendre vos remontées, et qu'on va travailler pour faire le développement. Bon, bien sûr, c'est une équipe de passionnés, hein. Je le disais tout à l'heure en introduction. Donc ça, c'est important. C'est d'abord une histoire d'homme, le BIM, avant de faire une histoire de solution. Du coup, dans le partenariat qu'on a avec le CINOV, c'est quelque chose qu'on nous a demandé dans les anciens BIM Tours qu'on a pu faire auparavant. Du coup, on l'a travaillé un petit peu. Donc entre le CINOV avec Julien Mercier et toute l'équipe, et puis également nos différentes solutions. Donc on a sorti en fait une offre de partenariat avec une remise assez intéressante pour tous les gens qui souhaiteraient du coup nous rejoindre et qui seraient intéressés par nos solutions. Ce qui fait que du coup, voilà, on a mis un code promo. Donc, on vous invite à venir vers nous, à nous contacter, à échanger. Et puis voilà, on vous accompagnera dans votre démarche au jour le jour. Voilà, tout simplement. Je vais m'arrêter là. Et je passe la main à moins que vous ayez des questions. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce qu'il y a des questions ? Au-delà de prendre votre carte de visite. Écoutez, avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Merci beaucoup. On va poursuivre tout de suite avec Emmanuel Di Giacomo, qui va nous présenter aussi une vision prospective de la part d'Autodesk. Je te laisse les commandes et tu vois tout ce qui se passe ici. Est-ce que tu veux un support ? Non, un micro déjà. Oui, ça marche. Ça marche. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je ne vais pas vous présenter la vision prospective, je vais vous présenter le kit BIM. Alors, ça commence par le kit BIM, normalement, ça devait être l'étude. On va commencer par le kit BIM, donc oui. L'offre. Donc effectivement, nous avons travaillé avec CINOV, puisque comme vous l'avez entendu pendant toutes les présentations cet après-midi, l'une des problématiques, c'est justement comment est-ce que je passe au BIM. Comment est-ce que je me forme, comment est-ce que j'achète des outils, comment est-ce que je fais un projet pilote. Et l'une des problématiques, c'est souvent aussi le prix. Donc, chez Autodesk, nous travaillons sur le sujet depuis maintenant quelques années, et notamment la location logicielle. C'est ce qui permet de réduire de manière drastique l'accès aux nouvelles technologies. Alors, si je comprends bien, il faut que je clique par ici. Vers la droite. Vers la droite. Ah. Non, vers la droite, le bouton de droite vers la gauche. Pardon. Voilà. Ça marche pas ? Si, c'est bon. Merci. Donc effectivement, si vous travaillez dans le domaine de l'ingénierie, vous l'avez constaté tout au long de ces présentations, le BIM est générateur de valeur. Et ce qu'il faut voir au travers du BIM, c'est que ce n'est pas évidemment, il y a un coût attaché au BIM, mais il faut surtout voir le retour sur investissement et ce que ça vous apporte en termes de performance pour votre entreprise. Vous êtes beaucoup plus
plus efficace, vous faites des projets de meilleure qualité. Chez Autodesk, le BIM, c'est un écosystème qui est relativement vaste, puisque d'abord toutes nos applications sont ouvertes en termes de développement. Donc il y a une galaxie assez immense d'applications additionnels qu'on peut venir plugger à nos outils et qui permettent de répondre à des besoins spécifiques, répondre à des réglementations et des standards du marché. Nos logiciels sont aussi ouverts en termes d'interopérabilité parce qu'au-delà de travailler en format natif, ce qui est souvent aussi demandé parfois par certaines maîtrises d'ouvrage, qu'elles soient publiques ou privées, on a la possibilité, bien entendu, de travailler en format OpenBIM. D'ailleurs, l'OpenBIM et le format IFC, à l'origine, c'est Autodesk et 12 sociétés américaines qui l'ont développé il y a un peu plus de 26 ans. Donc, c'est quelque chose qui nous est cher. Donc dans ce qui est proposé aussi, il y a une maîtrise des coûts, une amélioration de la qualité au travers de différentes applications qu'on met à disposition, ce qui permettra une meilleure communication. Et un sujet aussi qui est cher au cœur d'Autodesk, c'est la collaboration cloud. On a parlé beaucoup de collaboration cet après-midi. Donc les plateformes collaboratives, c'est vraiment un sujet clé actuellement pour les filières du BTP et notamment l'ingénierie. Donc nous, on essaye d'accompagner, on accompagne les professionnels dans cette transition numérique. Et avec la fédération Sinov, nous avons souhaité mettre en place un partenariat gagnant avec premièrement une collection qu'on appelle la collection AEC qui contient la majorité des applications qui sont nécessaires pour travailler sur un projet BIM, comme Revit dont vous avez entendu parler cet après-midi, mais aussi des outils autres comme Navisworks qui est une visionneuse qui permet de faire de la détection de clash, de la collaboration. Aussi un accès à une plateforme cloud Autodesk Drive, une formation professionnelle et une session de découverte dédiée. Alors ce qu'on propose, nous, c'est 2 versions de cette offre BIM, de cette collection BIM. Alors une en monoposte et une en version réseau, si on veut travailler sur un réseau avec plusieurs licences et pouvoir les libérer de manière à ne pas être obligé d'acheter 10 licences si on a 10 postes et si les personnes ne travaillent pas en même temps. Et cette offre, en fait, c'est une offre sur 3 ans. Donc ça représente, alors là c'est 10%, mais en plus on a 10% supplémentaires. En moyenne, ça fait à peu près 18% de remise. Donc en gros, pour une collection AEC avec à peu près une quinzaine de logiciels, on est aux alentours de 7 475 € pour 3 ans. Sachant que le coût moyen d'investissement en BIM, ce sont des études qui sont faites, en moyenne c'est 13 000 € par poste et par an. Donc on réduit de manière drastique puisque là on est à 7 475 par poste et pour 3 ans, ou alors 11 214 pour une version réseau. Alors effectivement, comme vous le voyez dans cette collection, vous allez retrouver tous les outils nécessaires, par exemple pour le bâtiment. Donc Revit, si vous faites du scan to BIM, de la rétroconception, des outils comme Recap, tous les AutoCAD, Navisworks, la visionneuse assez sophistiquée pour faire de la collaboration, des outils pour faire de la descente de charge comme Robot Structural Analysis, si on veut faire des plans d'exé pour le métal, ou sur la partie béton, des outils comme Advanced Steel et la plateforme collaborative, ainsi que des outils pour faire des études d'esquisse. Ça, c'est plus pour les architectes comme Formit Pro. Alors après, les solutions pour la CVC, plomberie et électricité, on va retrouver à peu près les mêmes solutions, mais en plus, on va trouver des applications du type Fabrication CAD Map qui permettent de complètement envoyer vers des machines à commande numérique toute la partie climatisation, CVC que vous allez concevoir. Donc on a la même chose pour l'ingénierie structure, donc on retrouve Revit, Robot, Dynamo Studio, c'est si on veut aller plus loin en termes de conception, accéder aux données, on a parlé beaucoup de données, mais des données qui se trouvent dans les maquettes BIM pour les exploiter, on va pouvoir avec ce type d'outils ou faire des tâches répétitives et optimiser les tâches répétitives.
Enfin, pour l'infrastructure aussi, on a des outils qui sont adaptés, comme Civil 3D, qui est un outil qui est utilisé par les grandes ingénieries françaises comme Sistra ou CETEC ou Artelia, et InfraWorks, qui est un outil qui permet de faire des études de faisabilité sur du territoire. Alors comment bénéficier de cette offre? C'est très simple, il y a une adresse, c'est autodesk.fr/kit-bim, ou alors sur le site d'achat Sinovachat. Et si vous avez un partenaire Autodesk avec lequel vous travaillez de manière régulière, vous pouvez le contacter, où il y a un numéro de téléphone. Il y a plein de ressources aussi qu'on met à disposition. On a entendu parler des problématiques de formation, d'accès à l'information. Donc nous, on a mis à disposition plein de sites, plein de guides, de livres blancs. Là, par exemple, un livre sur la maîtrise des échanges IFC dans le cadre d'un projet collaboratif. Donc c'est un document qui fait à peu près une 50aine de pages. Nous, on vous conseille aussi d'acheter, par exemple, le livre Revit qui a été édité par le Moniteur pour Revit Structure, mais qui existe aussi pour Revit MEP. On a un blog qui s'appelle Village BIM. On va retrouver plein de vidéos, plein d'informations pour pouvoir se former correctement. Donc voilà, donc il n'y aura pas, apparemment, il n'y a pas l'étude. Si, on a ça. Ce qui est dommage. Je voulais vous présenter une étude qui a été faite sur le marché français, sur le niveau d'adoption, les freins et les avantages que voient les entreprises qui sont passées au BIM. Donc c'est une étude qu'on a faite avec les cahiers techniques du bâtiment. Il y a eu à peu près 261 répondants. Toutes typologies d'entreprises confondues. Il y avait des agences d'architecture, des bureaux d'études, des entreprises, des ingénieurs, des maîtres d'ouvrage, des freelances, et on leur a posé un certain nombre de questions. Si on ne l'a pas, Arnaud, c'est pas grave. Vous l'avez ? Alors 261 répondants, ça peut paraître pas beaucoup, mais en fait c'est un gros chiffre quand on voit la base sur laquelle ça a été fait. Donc les réponses et les statistiques qui en ont été extraites sont assez pertinentes. Non ? Super. C'est bon, on y est. Donc, comme je vous le disais, profil de société assez différent, 261 répondants, des tailles d'entreprise qui vont de la TPE, PME jusqu'à la très grande entreprise. Donc, c'est vraiment significatif du marché français. Alors, le niveau d'implication et l'utilisation du BIM, quand les entreprises passent au BIM, on voit que plus de la moitié des répondants attribuent une note d'au moins 7 sur 10 à leur niveau d'implication dans le BIM quand ils sont passés au BIM. Pardon, excusez-moi. Et ensuite, 60% des répondants utilisent le BIM ou ont l'intention de continuer à l'utiliser quand ils ont commencé. Bon, bien sûr, il y en a aussi qui arrêtent parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils ne sont pas suffisamment investis. Les types de projets où le BIM est ou peut être utilisé, donc dans 9 cas sur 10, les utilisateurs l'utilisent sur des projets neufs. Sur les typologies de projets, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'est aussi bien utilisé malgré tout sur les projets neufs que sur les réhabilitations, les extensions, et aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est sur les projets de démantèlement ou de décontamination. On l'a vu l'année dernière avec le projet de Colas qui avait été élu BIM d'or justement pour la décontamination du site de Dunkerque. Pour quel type de programme utilisez-vous le BIM? Ce sont essentiellement pour les programmes de bureaux, de logements collectifs, d'écoles et d'établissements éducatifs. Et quelque chose qui est évident, c'est les hôpitaux et établissements de santé, parce qu'on connaît la capacité du BIM et de certains outils BIM pour pouvoir gérer les projets d'une telle complexité. Après, on va retrouver les équipements sportifs, les commerces, etc. Ensuite, proportion d'utilisation du BIM pour mener à bien les projets. Donc, près de 4 utilisateurs sur 10 utilisent le BIM pour plus de 60% de leurs projets. Ce qui veut dire, dans les faits, en fait, quand on passe au BIM, on ne passe pas en intégralité. Il y a des agences ou des bureaux d'études qui parfois passent en totalité, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc il ne faut pas penser que quand on passe au BIM, on va tout bouleverser à l'intérieur de son entreprise. Une étude intéressante, une question qui était intéressante, c'était l'utilisation des outils de simulation.
Là aussi, on est assez étonné des résultats, puisque, bon, ça, on s'en doutait, l'estimation des coûts arrive en toute première place, mais en deuxième, l'étude du facteur de lumière du jour à l'intérieur d'un bâtiment, et ensuite les simulations thermiques dynamiques, la structure et l'acoustique. Alors, en termes de mode collaboratif, 1 minute. Bon, mode collaboratif, on va passer, mais les entreprises, 6 sur 10 utilisent avec leur propre maquette et celle des autres. On parle beaucoup d'OpenBIM depuis tout à l'heure, d'interopérabilité. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que le marché français est assez ignorant de ce point de vue-là, puisque on constate que 80% des gens connaissent le format IFC, mais que par ailleurs, le format COBie, qui est demandé en Angleterre et qui est connu partout dans le monde, il est inconnu à 55%. Le GBXML, qui est pour tout ce qui touche à l'énergie, le calcul des performances énergétiques, est inconnu au bataillon. Le LandXML, c'est pareil. Donc, ce qui prouve qu'il y a vraiment un problème de pédagogie autour des standards ouverts. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Ensuite, intéressant, plateforme collaborative et de partage de données. Celle qui arrive en premier, c'est WeTransfer et Dropbox en première place. Et ensuite, vous avez les solutions d'Autodesk, BIM 360, Team et Docs, et Croquis qui arrivent en 5e place, ce qui est quand même assez encourageant pour cette plateforme. Et ce qui est aussi un peu inquiétant, parce que quand on entend des gens parler de collaboration, mais qu'on se rend compte que la majorité utilise WeTransfer et Dropbox, on n'est pas du tout en BIM niveau 2. Les bénéfices, on les connaît, des documents de meilleure qualité, moins de problèmes sur le chantier, et une capacité aussi, ça c'est intéressant, à proposer de nouveaux services. Donc il y a des entreprises qui ont compris que le BIM, ça allait leur permettre de se diversifier. Investissement privilégié pour le BIM, développement de processus collaboratifs avec l'externe et avec l'interne, ce qui rejoint bien ce qui était dit avant, où en fait les gens ne collaborent pas vraiment de manière ultra performante. Peut-être un dernier chiffre, je suis désolé Emmanuel. Hein, alors je veux juste vraiment finir par ça parce que c'est intéressant. L'étude, on pourra aussi la mettre à disposition, je le précise tout de suite, mais un dernier chiffre, merci. Alors dernière chose, sur ce qu'il faudrait mettre en place pour faire évoluer le BIM, c'est des ressources complémentaires, des formations, et alors à 33%, les gens ont demandé une obligation d'utiliser le BIM pour concourir sur les marchés publics. Voilà. Oui, donc ça va devenir, enfin, c'est incontournable déjà. Oui. Pour ceux que ça intéresse, autodesk.fr/études-BIM. Merci à tous. Merci beaucoup Emmanuel Giacomo. Merci. Donc merci Malakoff Médéric Humanis, merci Allplan, merci Autodesk, partenaire du RexBIM Tour. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir, enfin d'avoir parmi nous aussi Frédéric Lafage, président de la Fédération Sinov. Frédéric, en quelques mots, un ressenti sur cette journée et peut-être quelques mots sur la suite. Oui, alors, format très court, pas plus de 2 heures. Non, d'ailleurs, merci encore une fois à tous ceux qui ont travaillé à préparer le RexBIM Tour dans son ensemble, cet événement à Toulouse en particulier, parce que c'est toujours beaucoup de travail, donc j'en profite pour aussi remercier à la fois tous nos partenaires, grâce auxquels cela se fait, toutes nos équipes en interne, tous les élus, tous les présidents de région qui également sont présents pour cet événement. D'ailleurs, je formulerai un vœu, mais j'en reparlerai. Peut-être qu'il faut qu'on fasse un format un poil plus court, parce que merci encore à ceux qui ont accepté d'être présents, mais c'est vrai que je reconnais, toujours plus difficile d'intervenir à la fin. Alors, c'est pas pour moi, parce que pour moi, c'est aucun souci, mais je pense effectivement encore une fois à nos partenaires. Donc, on va réfléchir certainement à un autre format. Alors, toujours difficile. Moi, j'ai retenu 2-3 petites choses. La première, c'est que nous avions un lobe pré-profond, c'est ça ? Post-frontal, c'est ça. Donc, a priori, nous préparer à ça. J'ai retenu aussi de l'inquiétude qu'il pouvait y avoir autour de l'usage de la donnée et la perte, effectivement, de la plus-value qui est amenée à travers la donnée qui est collectée. D'autant qu'on voit que des plateformes grand public sont utilisées pour la majorité. Voilà, et puis plus globalement, parce que nous sommes une fédération d'entrepreneurs qui se dit des entrepreneurs humanistes, c'est finalement la dimension de l'humain et la dimension de la valeur ajoutée. Les outils qui sont autour du BIM sont des outils. À ce titre-là, ils sont extrêmement intéressants. Et il est important, en tout cas pour nous et pour moi, je dirais, de rappeler que la valeur relève aussi des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes, qui sont derrière la maquette numérique, parce qu'il ne faudrait pas faire le raccourci trop rapide qui consisterait à penser que à partir du moment où j'ai l'outil, j'ai bien évidemment la solution, et que
au final, au bout du bout, même si on sait qu'intelligence artificielle et robots vont de plus en plus être présents, finalement l'individu qui est à l'origine de tout cela n'a plus réellement de valeur, mais que la valeur ne résiderait plus que dans l'outil. C'est à mon avis un des grands enjeux pour notre société et également pour nos métiers. Donc il faut que nous ayons ça en tête de manière à ce que les questions de valeur et de valeur ajoutée soient toujours vraiment prises en compte, premièrement, et deuxièmement, bien remise en perspective au-delà de l'outil lui-même. Voilà, ça c'est un point qui me semble essentiel, parce que les outils existent, mais ça a été dit, on a parlé d'intelligence collaborative, j'ai envie de dire qu'il y a aussi l'intelligence culturelle. On sait et on le voit à travers aujourd'hui des tas d'exemples, au-delà du BIM, dans plein d'autres métiers. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que nous faisons aussi le Tour de France, la transition numérique pour l'ensemble des activités et au-delà de nos métiers. Et on se rend bien compte que le premier levier, mais aussi le premier frein, il est de nature culturelle. Et qu'on peut avoir les outils les plus extraordinaires qui soient, si culturellement on n'a pas préparé les individus à y aller, et pas juste leur imposer de le faire, eh bien on se rend compte que l'application et la transposition sont tout à fait différentes. Voilà, j'en dis pas plus. Concernant le RexBIM Tour. Voilà, le RexBIM Tour continue. On a d'autres événements donc, qui sont à venir. Alors je n'ai pas le calendrier en tête, je sais qu'on doit aller... Inès, tu peux faire bouger le... Merci. Toc. Alors, voilà, il y a un site aussi. Les dates s'affichent. Alors, il y a un site voilà, où on retrouve un peu tout. C'est ça. Alors, vous voyez Clermont-Ferrand. Alors, parmi tout cela, je ne vais qu'à un seul endroit, c'est Mayotte. Ou l'île de la Réunion, les autres je ne saurais pas. Non, mais donc effectivement Clermont-Ferrand qui est la prochaine, et puis donc déjà des dates et des lieux qui sont positionnés donc sur le reste de la France. Et encore une fois, merci à tous ceux qui se mobilisent pour faire que ce RexBIM Tour puisse exister et fasse passer des informations. Voilà, je ne veux pas en dire beaucoup plus. Merci beaucoup Frédéric Lafage. Merci à vous tous. Merci encore une fois de votre présence et bon retour ou bonne continuation. Merci beaucoup. Bien, merci à vous tous. Bon retour. On a ouvert plein de sujets de réflexion aujourd'hui. La table ronde a ouvert pas mal de choses finalement. C'est une vraie boîte de Pandore finalement. De la matière, je pense, à travailler, qu'on retrouvera certainement sur de prochaines étapes du RexBIM Tour. Donc, je vous dis rendez-vous à bientôt, à Clermont-Ferrand ou en 2020 ou en 2021. Très bonne fin de journée, à très bientôt, au revoir.